Voilà, rebonjour, on est de retour. J'ai déjà dit un petit peu la thématique, donc on va passer directement, alors très rapidement, à qui on est, puisque nous on est donc un institut d'études, on va pré-tester du matériel in-store, donc on est InVivo BVA, on est la partie grande conso du groupe BVA, qui est le numéro 4 français et le 23e acteur mondial. Nous, on est spécialisé en fait dans l'analyse des mix en grande consommation à ce qu'on appelle ces deux moments de vérité, ce qui a été popularisé par Procter. Le premier moment de vérité, c'est tout ce qui se passe en magasin, l'achat en grande surface. Donc nous, on est spécialisé en grande conso. Et le deuxième moment de vérité, c'est tout ce qui se passe à domicile. Aujourd'hui, évidemment, on va parler du premier moment, c'est-à-dire tout ce qui se passe in-store. Et pour ça, nous, on a reconstitué des magasins expérimentaux, donc on va pré-tester soit des packaging, soit des innovations dans nos magasins expérimentaux sur du comportement réel de consommateurs. On est maintenant globaux, on peut intervenir à peu près partout dans le monde avec nos propres magasins, en Chine, aux États-Unis, en Europe, et en reconstituant des surfaces de vente dans d'autres pays où on n'est pas encore installé. Alors très rapidement, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est bien comprendre un acte d'achat, et on a un petit peu rethéorisé l'acte d'achat en grande consommation, et puis voir des premiers key learning et retours d'expérience sur est-ce que le in-store media, ça fonctionne, quand est-ce que ça fonctionne, quand est-ce que ça ne fonctionne pas. Alors l'acte d'achat en grande surface, en fait, quand vous regardez les livres de Consumer Research, ils ont très peu évolué depuis les années 50-60 et c'est très théorique. C'est très, je cherche l'information, je regarde toute l'information, je valide absolument tout et je prends la meilleure décision qui maximise l'utilité. Tout ça, c'est du passé. En grande surface, ça se passe globalement comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des premières étapes qui sont complètement inconscientes, automatisées par les shoppers. On était hier sur un atelier sur les émotions. Voilà, il y a énormément de mécanismes mentaux inconscients qui opèrent. Et toute la première partie d'un acte d'achat en grande consommation, c'est ce qu'on va appeler un mode autopilote ou anti-spam. C'est-à-dire que dans les écoles, on nous apprend à faire des mix qui vont être sélectionnés. Le consommateur ou le shopper, lui, la première chose qu'il fait, c'est qu'il désélectionne. Et on ne nous apprend jamais à ne pas être désélectionné, alors que c'est la première chose à faire. Ne pas être désélectionné, puisque sur un rayon de 100 refs ou 150 refs, le consommateur va déjà en désélectionner 90% très très vite. Et si vous ne connaissez pas les règles de désélection, vous pouvez tout à fait passer à la trappe, alors que votre mix est peut-être bon. Et ça va être pareil sur le in-store media. Donc toute cette première partie, elle est liée à la visibilité, ne pas être exclu visuellement. La deuxième partie, qui va être un arrêt un petit peu plus long sur la partie qui m'intéresse, est un tout petit peu plus rationnelle, mais elle est beaucoup liée quand même aux émotions. Qu'est-ce qui va retenir mon intérêt et qu'est-ce qui va faire que je porte un tout petit peu d'attention à cette partie du rayon. Et ce n'est qu'à la toute fin qu'on retrouve ce qu'on a appris à l'école, c'est-à-dire la validation, la rationalité de l'acte d'achat. J'ai bien désélectionné tout ce qui ne m'intéressait pas, ce qui reste, je vais m'y intéresser un petit peu, je vais peut-être vérifier un prix, vérifier un ingrédient sur la liste des ingrédients, et là on est dans le rationnel. Alors, en grande conso, l'acte moyen c'est 16 secondes. Donc tout ça se passe en 16 secondes. Là vous avez une vidéo aux États-Unis dans nos magasins expérimentaux où on a redécoupé donc avec ce pass to purchase, et vous voyez que toutes les premières parties sont de la désélection. Donc si vous étiez au début du rayon, si vous n'avez pas envoyé des signes suffisamment intéressants, vous êtes déjà désélectionné. Ensuite, j'arrive sur la zone d'intérêt, et encore une fois, ça dure quelques secondes, le moment où mes yeux vont se porter sur un élément du pack ou du display in-store. Donc il faut savoir couper cet acte d'achat. Alors un autre type d'analyse sur le rayon des dentifrices, cette fois, vous allez voir la logique. Ah, alors là, il ne se déclenche pas. Alors un petit problème en régie. Alors
Voilà, super. Vous allez voir que la désélection se fait de manière horizontale. D'accord? Donc je désélectionne tout ce qui ne m'intéresse pas en scannant le rayon de manière horizontale. Si vous ne connaissez pas ça, si vous ne maîtrisez pas la façon dont votre shopper décode un rayon, vous pouvez passer complètement à côté avec du display, avec du in-store media, parce que vous n'allez pas l'implanter de la bonne façon. Donc ça, c'est un exemple donc, de désélection horizontale et de sélection verticale. Alors il y a d'autres exemples, c'est pareil qu'il faut lancer peut-être de là-bas, qui nous montrent une fois que je suis sur la zone d'intérêt, je vais faire attention à certains éléments. Et ces éléments ne sont pas les mêmes en fonction des catégories, évidemment, on va le voir après. Et sur une catégorie gourmande comme celle-ci, vous allez voir que les yeux se portent, hein, les points rouges c'est les yeux, c'est de l'eye tracking mobile, les yeux vont se porter sur la food form, sur ce qui va donner de l'appétence au produit. Je suis sur de la barre chocolatée ou des billes chocolatées, regardez où vont les yeux, ils vont pointer des zones d'intérêt qui sont notamment la gourmandise, l'appétence. Alors c'est vrai sur de la gourmandise, ça sera d'autres signes sur le dentifrice qu'on a vu tout à l'heure. Encore une fois, si vous ne maîtrisez pas les signes qu'il faut mettre en avant dans ce dernier moment, cette dernière seconde qui va faire la décision, votre action in-store peut passer à côté. Donc voilà, nous, l'idée c'est qu'on maîtrise parfaitement cette séquence, ce qui fait un achat en grande consommation, et à partir de là, on va pouvoir le prétester et vous donner plus d'infos sur comment prétester. Alors un tout petit mot, je vais passer 2 secondes là-dessus. Tout ce qu'on vient de raconter sur un acte d'achat et que nous on vit tous les jours dans nos magasins expérimentaux, vous avez énormément de bouquins aujourd'hui qui sortent, qui soutiennent cette thèse. Et notamment, il y a 2 courants extrêmement importants. C'est la prise en compte du contexte. Qu'est-ce que je viens chercher quand j'achète du dentifrice, quand j'achète du savon liquide, quand j'achète des barres chocolatées? Le contexte, ce que le shopper a dans la tête, première chose. Et deuxième chose, les émotions. Les émotions qui guident nos décisions, alors qu'on a cru toutes ces années que c'était notre rationalité qui décidait. Alors, nous, les premiers enseignements, avant de passer à des cas, les premiers enseignements qu'on ressort de tous ces pré-tests qu'on a fait sur du in-store media, c'est que on va dire que c'est spécifique. Le in-store media n'est pas ou le shopper marketing n'est pas du marketing traditionnel, et on va essayer de vous montrer pourquoi. En médias traditionnels, c'est vrai qu'on essaye souvent d'avoir une mémorisation de la communication et de son support de temps en temps. On va voir que ce n'est pas ce qui compte en in-store media. On a réalisé une étude pour Danette en prétestant différents éléments in-store. Donc des tapis de sol, des stop rayons. Donc vous voyez là 4 séquences de pré-test d'un dispositif in-store media. On a 2 éléments, nous, qu'on va regarder là aujourd'hui, qui nous ont intéressés pour voir si effectivement la visibilité du matériel était quelque chose de prédictif de la performance. Donc on a regardé la visibilité du matériel, on a demandé aux gens qui sortaient du magasin s'ils avaient bien vu ces éléments, et puis on a regardé surtout le taux d'achat, le nombre de personnes qui avaient acheté Danette. Alors on a mis la visibilité du support en ordre croissant, et on a mis le taux d'achat dessous. Et vous voyez que le taux d'achat n'est pas du tout corrélé à la visibilité du matériel. Ça veut dire qu'en in-store media, la star, c'est le produit. Ce n'est pas votre dispositif. Ce n'est pas parce qu'ils vont voir votre dispositif qu'ils vont acheter votre produit. D'accord ? Il n'y a pas de corrélation entre mon matériel in-store est vu, mon dispositif in-store est vu, et j'achète le produit derrière. Donc la première réponse, c'est non. La deuxième question, c'était est-ce qu'on peut faire du in-store media juste en déclinant de la publicité média? Alors ça, on a prétesté dans le shampoing des communications qui ressemblaient beaucoup à des communications magazines. L'objectif était évidemment d'améliorer les performances de la marque en rayon. Résultat sur le chiffre d'affaires de la marque, moins 11%. D'accord ? Pourquoi ?
Tout simplement parce que l'individu en mode shopper, il n'est pas là pour regarder des publicités. En mode shopper, en grande surface, il a des leviers et des barrières qui ne sont pas celles d'un consommateur ou de quelqu'un qui regarde la télé. Donc la réplication pure et dure d'une communication traditionnelle in-store ne fonctionne pas. Autre élément, est-ce qu'on peut se contenter en pré-test de mesures déclaratives ou pseudo-comportementales? Alors nous, on a testé plusieurs displays pour une marque et on a posé des questions finalement, est-ce que le display était attractif? Alors il y a un display qui ressortait comme vraiment attractif, qui pouvait être joli, et on peut se dire bah c'est celui qui va déclencher l'achat. Eh bien pas du tout. C'est pas parce qu'un display plaît, qu'il génère de l'achat. D'accord? Le taux d'achat, il était beaucoup plus élevé, il doublait pour un display qui n'était pas foncièrement attractif. Donc la réponse enfin est non. La dernière question, alors ça c'est la même chose mais sur des tests merchandising, donc on ne va pas trop en parler aujourd'hui. Ça, tout ce qui est faible prédictivité des déclarations, on le connaît depuis des années, notamment sur le pack et sur l'INO, mais elle est vraie aussi pour le in-store media. Alors, ce que je vous propose, donc nous tous ces tests, on les réalise donc dans des magasins expérimentaux, parce qu'on arrive justement à reproduire et le contexte, ce que j'ai dans la tête au moment où j'achète, et les émotions, c'est-à-dire ce qui va déclencher ou pas un achat à la dernière seconde. Ce qu'on va essayer de mesurer, essentiellement, pour une marque, c'est de la visibilité, de la communication immédiate du bénéfice. Voilà, est-ce que tout de suite, dans la dernière seconde, je communique ce qui va me parler, et l'achat, évidemment, en rayon. Pour une catégorie, c'est d'autres indicateurs, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Alors, quels outils on a pour prétester et mesurer? Et ensuite, on va passer au cas. On a deux outils. Le premier outil, et qui est essentiel en amont, c'est des outils de compréhension. Il faut bien comprendre son shopper avant d'activer ce shopper en rayon. Le deuxième outil, c'est des outils de pré-test de vos activations. Donc la compréhension, c'est des études shopper en magasin réel essentiellement, qu'on réalise également. La deuxième partie d'activation, qu'est-ce que l'activation in-store? Pour nous, il y en a trois. Il y a l'organisation du rayon, il y a souvent à la demande des distributeurs les réductions d'assortiment, et il y a tout ce qui est in-store media. Ça se fait soit sur la catégorie entière, soit, et là vous avez différentes actions possibles, soit sur une marque. D'accord? Nous, ce dont on va beaucoup parler aujourd'hui, alors il y a aussi les promotions, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Ce dont on va beaucoup parler aujourd'hui, c'est l'in-store media pour les marques et un petit peu pour les catégories, puisqu'on est vraiment là sur le point de vente, comment j'essaye de générer plus de ventes. Alors, on va beaucoup s'arrêter sur le in-store media. Si on a un tout petit peu de temps, on parlera de merchandising. Mais regardons quelques cas que nous avons prétestés d'in-store media. Alors premier, on va le faire sur la catégorie, c'est-à-dire quand j'habille une catégorie, est-ce que le in-store media peut fonctionner, peut m'aider à développer les ventes? Le premier cas, c'est un premier cas sur une catégorie assez complexe, qui est la coloration pour cheveux. Et là où, en gros, je vais amener de l'éducation consommateur. Sur une catégorie complexe, où je suis dans mon mindset shopper, je suis un peu à la recherche d'informations, ça fonctionne. En les aidant à mieux identifier les différents produits, les différents bénéfices produits, je génère par de l'activation in-store 5% de chiffre d'affaires en plus sur la catégorie. Un autre cas où ça a bien fonctionné, c'est un cas sur les boissons. Alors sur les boissons au sens large. Là, c'était une réorganisation intégrale de la partie boissons. Cette réorganisation totale ne fonctionnait pas. Ils ont ajouté de l'habillage qui en fait redonnait un peu plus d'impulsion dans cet achat qu'ils avaient rendu par la réorganisation complète du rayon beaucoup plus rationnel. Et là encore, parce que j'arrive dans ce rayon, alors avec quelques besoins de base et ensuite un petit peu d'impulsion, le in-store media a réussi à redonner cette part d'impulsion que l'organisation avait enlevée.
et j'arrive à plus 8% de chiffre d'affaires du rayon. Alors, il y a des cas où ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que le in-store media, il faut bien en maîtriser les règles, parce qu'il y a des cas où ça ne fonctionne pas. On avait pré-testé du in-store media, de l'habillage de rayon sur la bière, notamment avec des frontons. Et en fait, l'effet que ça a eu, c'est que ça a renforcé les habitudes d'achat. Et ça, c'est un travers qui arrive souvent sur une organisation de rayon complète. C'est que votre shopper, globalement dans la grande conso, il veut aller relativement vite et il a des habitudes très fortes. Si vous lui renforcez ces habitudes-là et que vous lui dites d'aller encore presque plus vite sur ce qu'il vient chercher, il y a de très fortes chances que le nombre de produits achetés baisse et que le chiffre d'affaires de la catégorie baisse. C'est ce qui s'est passé exactement pour cette réorganisation. On a eu une habitude plus forte sur le segment de référence et une baisse de 5% du chiffre d'affaires de la catégorie. Alors, du coup, quand on veut réhabiller ou redynamiser une catégorie, pour nous, il y a une checklist à bien avoir en tête. Premièrement, c'est se fixer les objectifs. Alors, les objectifs d'une catégorie, on les fixe généralement par 3 indicateurs. Le trade-in, est-ce que je veux faire venir des nouveaux acheteurs? Parce que du coup, toutes mes actions vont être différentes si je veux faire venir des acheteurs ou trade-up et trade-across, travailler les acheteurs actuels, soit leur faire acheter plusieurs segments dans la catégorie, soit les faire acheter plus cher. Donc, il faut bien avoir en tête ce qu'on veut faire au tout début de notre dispositif. Ensuite, il faut, encore une fois, mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut connaître ce que le shopper vient chercher. Qu'est-ce qu'il vient chercher? Est-ce qu'il a plutôt des attentes informationnelles, émotionnelles? Et ça va beaucoup, évidemment, dimensionner ce que vous allez faire en termes de matériel derrière. Le troisième point qui est vrai pour à peu près toutes les catégories qu'on a vu sur le cas de la bière, il faut s'assurer que votre dispositif ne facilite pas, ne renforce pas les habitudes d'achat. Dès lors qu'on va être dans un temps d'achat plus rapide, il y a de fortes chances qu'on achète moins de produits et que le chiffre d'affaires baisse. Et enfin, le dernier point, c'est que dans cette connaissance du shopper, idéalement, il faut connaître son mode de décryptage du rayon. Ce qu'on a vu tout à l'heure sur les exemples de vidéos, c'est comment est-ce qu'il lit un rayon, comment est-ce qu'il décode un rayon. Et ça va aussi vous aider à organiser, dimensionner le matériel in-store. Alors, si on passe au cas des marques, vous travaillez sur une marque et c'est les cas généralement les plus fréquents. Donc, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Le cas d'Annette, avec deux différents floor stickers, les tapis de sol, un qui était très gourmand, on va dire, et l'autre qui était très rationnel. Donc, celui que vous avez à gauche, c'est le rationnel. Donc, on rassure la maman sur le contenu en lait, 80% de lait, etc. Et celui de droite qui est beaucoup plus émotionnel sur un floor sticker qui est dans le chocolat, dans le goût, dans la gourmandise. Et en fait, vous avez des effets radicalement différents sur le taux d'achat. Complètement nul avec le 80% de lait, plus 30% en gros avec un floor sticker chocolat. Pourquoi? Parce qu'il est exactement dans le mindset du shopper. Au dernier moment, quand je suis en train de faire mes courses et que je veux acheter ce produit, ce qui va faire tilt, c'est la gourmandise. La publicité traditionnelle peut me rassurer sur le lait, mais au moment de l'achat, ce que j'ai en tête, c'est faire plaisir aux enfants et que ce soit très bon. Donc, c'est pour ça qu'il faut tenir compte absolument et maîtriser le mindset, le cadre mental de vos shoppers. Ah. Donc là, on a un petit souci. Ah, voilà. Alors, d'autres exemples de marques sur des catégories qui sont là avec des cadres mentaux différents. À gauche, vous avez du dentifrice et à droite, du savon pour les mains. On avait une phase témoin sans matériel. Une première phase test avec du shelf ready packaging juste brandé, donc juste la marque. Dans les deux cas, rien, zéro. Donc,
Les shelf ready pack, il y a certains distributeurs qui vous les imposent. Il faut savoir que juste le brander n'est pas forcément la solution. Si on peut mettre un autre message, il faut peut-être privilégier un autre message. Et on va le voir juste après. Sur d'autres... Alors je suis obligé de les flouter puisque c'est confidentiel. On va voir qu'avec d'autres messages, qui cette fois-là sont spécifiques, on a réussi à générer des hausses de taux d'achat très intéressantes. Alors par exemple sur le nouveau produit dans un secteur plutôt fonctionnel, on a réussi avec un message spécifique sur l'INO à générer plus 44% de taux de prise en main. Et sur, encore une fois, un nouveau produit, sur la période de l'action, avec un matériau qui cette fois était beaucoup plus dans l'émotion. Et le cadre mental du shopper, quand il vient chercher du savon, c'est beaucoup du parfum, c'est beaucoup de la fragrance. Avec un matériau qui exprime ça beaucoup mieux, très rapidement, on arrive à quasiment doubler le taux d'achat sur un acte d'achat. Donc en gros, l'idée, encore une fois, c'est le branding seul n'est pas forcément la solution. Et après, il faut adapter votre matériel au cadre mental du shopper et à parvenir à dire tout de suite, très très vite, votre différence produit par un matériel qui va réévoquer ça de manière complètement immédiate et instantanée. Alors, encore 2 ou 3 cas. Donc celui-ci, on l'a vu, donc je ne reviens pas dessus. Donc le in-store media n'est pas du marketing traditionnel. Et puis enfin, il y a aussi tout ce qui va être au-delà du matériau, de la forme, il y a les mots que vous allez mettre. Il y a les claims notamment que vous pouvez mettre. Là, c'est un cas sur un lancement de nouvelle gamme également en Angleterre, du liquide vaisselle. Donc un liquide vaisselle qui était un peu plus premium, notamment par ses ingrédients qui rappelaient la douceur. Donc à la fois, ça lavait bien la vaisselle et ça n'abîmait pas les mains. On met un shelf ready pack très long avec un claim très très long, touchably soft hands day after day, en in-store. Le temps d'achat sur cette catégorie, c'est 11 secondes. Donc on n'a pas vraiment le temps de regarder tous les claims, etc. Donc là, le SRP n'a eu aucun effet. Il a même eu presque un effet négatif parce qu'il cachait tout le bas de pack qui était exactement l'expression de l'ingrédient qui rendait le mix spécifique et plus doux. Donc l'exécution est absolument clé et on va rester dans la simplicité d'exécution comme on l'est sur le packaging. Et ça rappelle aussi que la star, c'est le produit, c'est pas le SRP. En l'occurrence, le SRP doit nous guider vers le pack, mais pas le cacher. Enfin, un dernier cas sur les gammes larges. Donc on est entre un mix et un rayon complet, on est sur une gamme large, ce qui évidemment est un cas assez fréquent. À gauche, vous avez un cas de réorganisation de la gamme complète d'une marque célèbre de shampoing antipelliculaire. Je n'ai pas dit la marque. Et en fait, vous avez des bandeaux par couleur avec indiqué dessus les bénéfices. Donc on réorganise la gamme, mais on montre les bénéfices et on a 34% de taux d'achat en plus chez nos users. Donc on refidélise nos users. Le temps d'achat d'ailleurs était en hausse chez eux, c'est-à-dire qu'ils ont repris de l'intérêt, ils ont redécouvert la gamme. À droite, on a fait un SRP marque sur l'intégralité d'une gamme de dentifrice. Donc c'est rouge et blanc avec le nom de la marque. Ça n'a eu aucun effet positif sur les ventes. Donc même quand vous êtes obligé de réorganiser une gamme entière avec du in-store matériel, il y a des solutions pour réorganiser visuellement et aussi en termes de bénéfices votre gamme. Alors, quand on parle de marque, pour nous, il y a une checklist et il y a 5 leviers d'efficacité à respecter. La checklist, elle ressemble beaucoup à celle qu'on a vue tout à l'heure. C'est évidemment respecter le cadre mental, on l'a vu. On ne va pas utiliser les mêmes signes pour du fonctionnel ou de l'émotionnel. Donc, il faut que je connaisse mon shopper et ce qu'il a en tête. Et puis, le dernier point, c'est est-ce que je travaille sur un produit et presque même, on pourrait faire la distinction nouveaux produits, produits existants, ou est-ce que je travaille sur une gamme très large? Et là encore, ce que je vais faire derrière n'est pas la même chose. Alors, on a
également fait un petit acronyme pour rappeler des règles de succès pour le In-Store Media avec le T. La première chose quand vous allez faire le In-Store Media pour votre marque, c'est que il faut se souvenir, on le voit sur les vidéos, que votre shopper il est en mouvement. Il bouge et donc il va falloir que votre matériel, votre dispositif traverse son parcours visuel. D'accord ? Et c'est pour ça qu'il faut bien maîtriser la façon dont il décode son rayon. Donc le T, c'est traverser le parcours visuel. Deuxièmement, il faut le traverser en créant une rupture. C'est-à-dire qu'il faut créer quelque chose qui l'intéresse. Et alors ça, on a beaucoup appris, nous, sur le packaging, c'est que cette rupture, elle se fait si les signes que vous utilisez sont pertinents. D'accord ? Si c'est que la marque, il y a peu de chances que ça l'intéresse outre mesure. Si c'est des signes, soit émotionnels, soit rationnels, ça peut l'intéresser. Et ces signes-là doivent guider évidemment son regard vers le produit. Ce qui va compter à la fin, c'est la visibilité du produit. Donc le R, c'est la rupture. Alors, tout ce que je viens de dire sur les signes doivent être pertinents, etc., c'est par rapport au I. C'est qu'il faut accrocher sa perception inconsciente. D'accord ? Tout ce qu'il a en tête quand il arrive. Et qui est complètement inconscient. C'est-à-dire quand j'arrive sur le rayon du savon liquide, j'ai pas en tête, je me dis pas, je cherche un bon parfum. C'est complètement inconscient. D'accord ? Et c'est pour ça que les actes d'achat durent 15 secondes et pas 10 minutes. Le P, c'est évidemment travailler la persuasion. C'est-à-dire qu'il faut que je sois vu, que j'envoie un message très clair très vite et que ça transforme en achat. Ce qui va transformer en achat, c'est ce qu'on appelle nous la persuasion du dernier moment. C'est quel argument il faut que j'utilise en shopper et pas en marketing traditionnel, en shopper sur la dernière seconde qui va faire tilt. Donc ça, c'est l'exemple d'Annette. C'est pas l'argument du 80% de lait qui fait tilt, c'est l'argument de la gourmandise. Et on rentre encore dans la connaissance du shopper et de ce qu'il a en tête à ce moment-là, qui va faire que mon matériel in-store fait tilt sur c'est exactement ça que je cherche à ce moment-là. Et le dernier, votre shopper est pressé. Donc, et ça c'est le dernier exemple qu'on a vu sur les claims très longs, c'est que tout ce que vous allez utiliser doit être simple. Le S, c'est pour la simplicité. Alors c'est une règle qu'on a aussi sur le packaging, mais qui est très très vraie aussi, peut-être encore plus pour le matériel in-store, parce que ensuite il faut qu'il aille voir le packaging. Donc on doit vraiment guider d'une manière très cohérente, très pertinente et très simple l'œil vers le produit. Alors l'enjeu de demain, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé ici, et je sais qu'ils intervenaient, je crois, tout à l'heure, c'est que là on a testé beaucoup de physique, de matériel. On a testé des premières applications mobiles, puisque demain, le In-Store Media sera aussi guidé par les applications mobiles. Il faut savoir qu'on a fait un premier test il y a quelques mois avec Scanbucks pour pré-tester leur application. Et que sur les individus qui avaient l'application et qui arrivaient en magasin avec la chasse au trésor Scanbucks, les effets sur la visibilité et l'achat peuvent être extrêmement positifs. Alors c'est pareil, je crois qu'ils ont les chiffres et que c'est eux qui les diffusent, mais on a des learnings très intéressants sur ce qu'une application mobile peut amener à une marque, encore une fois, à un nouveau produit ou à une gamme existante. Alors par rapport à ça, je fais un tout petit peu de pub, vous m'en excuserez. Par rapport à tout ce qui est in-store media, on a créé un outil parce qu'en fait, on s'est aperçu que vous aviez généralement peu d'argent, enfin les marques ont généralement peu de moyens pour pré-tester ces opérations et en même temps, il n'y a qu'un vrai moyen de le pré-tester, c'est sur du taux d'achat en magasin. Donc on a créé un omnibus qui nous permet d'avoir plusieurs souscripteurs et d'avoir un prix pour pré-tester des actions in-store très bas. Et donc, on est en train de le lancer. La première vague de juin part le 5 et elle est complète. Mais on a une petite promo pour les vagues de juillet et de septembre, si vous voulez en bénéficier. Ça part le 5 juillet, je crois, la vague de juillet. Donc, ça vous permet d'avoir tout ce qu'on vient de voir, la visibilité, l'achat, à des prix on peut le dire, très bas. Je passe, mais on pourra en parler si vous avez des questions, parce que je crois que de toute façon, on est un petit peu à la limite du temps. On a des cas sur les assortiments, les réductions d'assortiments qui ont été très à la mode, qui le sont un petit peu moins, mais sachez qu'on peut le tester et qu'on a des learnings là-dessus
et sur le merchandising, c'est-à-dire les réorganisations de rayons sans matériel in-store par exemple, juste de la réorganisation de rayons, comment ça fonctionne, comment on peut vous aider. On a remis des cas qui viennent d'être lancés, qu'on avait pré-testés et qui fonctionnent très bien. Donc on a également des learnings sur l'organisation merchandising, où en gros la grande règle c'est qu'il ne faut pas croire qu'une organisation très propre, très belle génère plus de chiffre d'affaires. Le learning principal c'est que on a une corrélation négative entre je suis content d'avoir fait mes courses dans ce rayon et le chiffre d'affaires. D'accord, ce qu'on appelle en Angleterre le enjoy shopping, le shopping enjoyment, est négativement corrélé au chiffre d'affaires. Donc il faut être très très bien réfléchir encore une fois quand on réorganise des rayons. Voilà, je vous laisse mes contacts et le contact de Pigment qui est la société qui réalise toutes les maquettes qu'on pré-teste en in-store media ou en packaging et qui sont sur le stand, donc vous pouvez aussi les voir. Ils font du très bon travail. Merci Olivier. Est-ce que quelqu'un a une question avant que je pose la mienne ? Merci. Je m'appelle Omar Kezuit et je suis de la société Scala. Une question un peu générale, mais dans tout ce que vous avez dit, on entend beaucoup l'approche nord-américaine. Enfin, dans les enquêtes. Je ne sais pas si les enquêtes les chiffres que vous avez montrés à certains moments sur le comportement d'achat par rapport au display, etc., si ça a été fait en France ou en Europe, ou aux États-Unis, ou enfin en Amérique du Nord. Et donc, ma question c'est, est-ce que vous avez des éléments pour relativiser ou pour discerner peut-être des différences de comportement entre consommateurs français, européens, versus nord-américains par rapport à tout ce que vous avez montré? Alors, les cas sont essentiellement français. Les case studies sont français et anglais. Après, je suis d'accord. Nous, on a des magasins un peu partout dans le monde pour pré-tester ces opérations. Il y a une grosse différence avec les Allemands, par exemple, qui sont beaucoup plus rationnels dans leur choix, qui passent plus de temps. Les Chinois sont aussi très différents. Ce que ça veut dire pour nous, c'est qu'il faut prendre en compte ces différences locales et que ces learnings-là s'appliquent beaucoup à des pays comme la France, l'Angleterre, je pense les États-Unis. Pour des pays un peu plus spécifiques, il faut tester. Nous, ce qu'on pense, c'est que de toute façon, mesurer l'action de ces dispositifs in-store, ça se fait en recréant du comportement. Et notamment parce que les comportements ne sont pas exactement équivalents, même en Europe. Donc là, la seule façon de bien les appréhender et de reproduire un acte d'achat, c'est de le reproduire. Mais vous avez raison, là, ça s'applique essentiellement à Angleterre, France. Olivier, donc InVivo BVA, on l'a vu à travers votre réflexion, InVivo BVA a d'abord commencé par tester l'efficacité du packaging pour ensuite sortir au linéaire. Ça s'est fait il y a pas si longtemps que ça en fait que vous commencez à tester. Le média, ça fait 2-3 ans que c'est vraiment pré-testé. Ouais. D'accord. Par rapport à la technologie, par rapport quand vous avez récapitulé sur la fin, donc le système TRIPS. En quelques mots pour les marques ou pour les enseignes d'ailleurs, si vous deviez en quelques points, quelles réflexions ils doivent avoir pour justement appliquer ce TRIPS, je dirais les étapes importantes et les. Alors, je pense que c'est aussi beaucoup revenu, mais je pense que ce qu'on a dit, c'est qu'il faut idéalement très bien maîtriser le cadre mental du shopper dans la catégorie. C'est qu'est-ce que mon shopper, au moment où il arrive dans le rayon, réactive inconsciemment comme automatisme, comme attente. Et le matériel que je vais développer doit forcément tenir compte de ça. Si je fais un matériel très rationnel dans un environnement très émotionnel, ça ne fonctionne pas. Donc c'est la connaissance du shopper. 2, c'est cette connaissance du shopper, elle va jusqu'à le mode de décryptage visuel d'un rayon. C'est-à-dire
il faut que j'arrive à savoir, dans le TRIPS, il y a notamment, il faut que je traverse son parcours visuel, il faut que je connaisse un peu son parcours visuel. Voilà. Donc ça, c'est les deux éléments clés. Bien connaître le cadre mental, bien connaître la façon de décoder un rayon. Et puis ensuite, la marque sait ce qu'elle amène. Elle sait son bénéfice produit, elle sait sa différenciation par rapport aux concurrents. Donc après, elle sait le message généralement qu'elle doit amener. Nous, on est là pour lui dire comment l'amener. Est-ce que vous avez, par exemple, pour des marques, du matériel vidéo, quelque chose comme ça, qui puisse permettre d'illustrer ce que vous venez de dire à disposition? Comment, quand vous travaillez avec les marques, vous montrez le fonctionnement à travers de la vidéo? Comment ça... Quand on préteste en amont, non, nos clients nous connaissent plutôt bien, donc Ouais. ils connaissent les magasins, la façon dont ça fonctionne, mais quand on va leur montrer le type d'études qu'il faut faire, oui, on remonte des vidéos d'un acte d'achat, de choses comme ça. Sinon, non, ça se fait essentiellement par le partage de ces learnings. D'accord. Est-ce que je prends une question? C'est bon? Bah écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.